Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au chapitre 5 de notre étude de la thermodynamique, à savoir les liquides et vapeurs. En effet, dans le chapitre précédent, nous avons étudié le modèle des gaz parfaits, et on avait établi tout un tas de règles pour pouvoir utiliser ce modèle, des températures élevées, etc. Et dans ce chapitre, on va s'intéresser, justement, qu'est-ce qui se passe quand les règles pour utiliser le modèle des gaz parfaits ne sont pas respectées, et donc quand on approche finalement d'un liquide, et ce qui se passe avec un liquide et les changements de phase. Alors, d'abord, on va étudier ce qu'est un liquide, et donc on dira qu'un liquide, c'est un fluide, et donc un fluide, c'est un corps sans forme définie, dont les molécules sont assez rapprochées, mais libres de se déplacer les unes par rapport aux autres, et donc on obtiendra un liquide quand on prendra un gaz, et qu'on va ralentir ces molécules, et les rapprocher, donc c'est-à-dire en le refroidissant, et en réduisant son volume finalement. Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de réaction chimique en jeu dans la liquéfaction entre les liquides et les gaz. Ce sont les mêmes molécules, elles sont juste agencées différemment et elles se déplacent différemment, mais il n'y a pas de modification chimique. Les gaz et les liquides, ils présentent des différences assez importantes. Par exemple, les liquides sont pratiquement incompressibles, c'est-à-dire que le volume spécifique va très peu varier lorsqu'on les comprime. Et les liquides sont aussi sujets à des tensions de surface, mais ça c'est de la mécanique des fluides et ça n'interviendra pas dans notre étude de la thermodynamique. Ensuite, on va parler de changement de phase. Alors, qu'est-ce que c'est un changement de phase? C'est une variation brutale d'une propriété physique par rapport à une autre. Par exemple, si jamais on prend de l'eau et qu'on la met dans une casserole et qu'on la fait bouillir, qu'on augmente sa température plutôt, on va voir à un moment donné l'eau qui va bouillir. Et l'eau qui bout, eh bien le volume spécifique de l'eau sous forme de vapeur, il est multiplié par 1000 par rapport à l'eau quand elle est sous forme liquide. Et donc, on voit une brusque variation du volume spécifique, et cette brusque variation du volume spécifique conduit à une modification, un changement de phase, qui est donc ici l'ébullition. Alors il y a plusieurs phases différentes, il y a la phase liquide, la phase solide, la phase gazeuse, parmi d'autres, il y a d'autres phases qui sont en cours de découverte, on a découvert le plasma, mais d'autres formes, d'autres phases aussi sont au travail, sont à l'étude. Et c'est pas toujours facile de distinguer qu'est-ce qu'un liquide, qu'est-ce qu'un solide, qu'est-ce qu'un gaz, etc. Et on va voir par exemple, quand on fera notre étude de transformation liquide-vapeur, qu'à un moment donné, on peut même ne plus discerner du tout le changement de phase qui va s'opérer. Alors, comment est-ce qu'on va représenter la liquéfaction? Dans le chapitre précédent, on avait imaginé le gaz comme des petites boules de billard en mouvement chaotique qui ne s'attiraient pas. Alors ici, on va justement s'intéresser au fait qu'elles s'attirent. Et si jamais on prend sur l'image de gauche ici, donc deux petites boules de billard, qu'on va lancer à très grande vitesse, du fait des interactions magnétiques, elles vont avoir tendance à s'approcher l'une de l'autre et elles vont se rencontrer. Et au moment où elles vont se rencontrer, si leur énergie cinétique est suffisamment forte, elles vont se choquer et repartir dans des directions opposées. Et une fois qu'elles se seront suffisamment éloignées, l'influence magnétique entre les deux va devenir négligeable. Maintenant, si on reproduit cette expérience, mais en réduisant la vitesse de ces boules de billard, en dessous d'un certain seuil, on va voir apparaître ici donc les deux boules qui vont s'entrechoquer, qui n'auront plus la force de s'éloigner suffisamment que pour que leur interaction soit négligeable, et donc elles vont continuer à rebondir les unes sur les autres, et former une espèce de paire. Voilà, c'est un modèle très simpliste, mais ça permet de comprendre, d'avoir une première approche finalement pour décrire le phénomène de liquéfaction, c'est-à-dire qu'on va réduire l'énergie cinétique des molécules, par exemple en les refroidissant, et on va aussi réduire leur volume, et on pourra ainsi liquéfier n'importe quel gaz. Alors, l'utilisation industrielle de l'eau, puisque c'est ça notre but, c'est d'établir les fondamentaux thermodynamiques pour l'utilisation industrielle des liquides et des vapeurs, eh bien, les liquides et les vapeurs ont une importance capitale dans l'industrie, que ce soit dans les centrales électriques ou bien dans des phénomènes plus petits avec des pompes. En effet, il faut comprendre que en fonction de ce qu'on veut faire, on va privilégier la forme vapeur ou la forme liquide. D'abord, la forme vapeur, le fluide, il a un comportement de gaz, donc il va occuper spontanément tout l'espace qui lui est accordé, et il va donc être très utile pour déplacer des pièces mécaniques. Alors, par exemple, des pistons dans un cylindre, ou plus précisément des pales d'une turbine, puisque ça va être ça le but des centrales. Sous forme liquide, là c'est différent.
il va pas occuper spontanément de la même manière tout l'espace et avec moins de force, mais par contre, il va avoir une densité très nettement supérieure. Et donc, on va utiliser la forme liquide pour transférer de la chaleur par réchauffement-refroidissement, car ça permet d'avoir des conduites plus petites. En effet, si jamais on avait des radiateurs, donc dans des bêtes radiateurs domestiques, si jamais au lieu d'avoir de l'eau liquide à l'intérieur, on avait un gaz ou de l'air, eh bien, il faudrait que le radiateur soit 1000 fois plus grand à puissance équivalente pour fonctionner. Donc évidemment, on comprend très vite l'intérêt de la forme liquide quand on veut transférer de la chaleur. Alors je disais, de nos jours, les liquides et vapeurs, c'est surtout utilisé dans deux grands types d'applications. Les centrales électriques, où on va aller prélever la chaleur d'une source externe, combustion de déchets, réaction nucléaire, peu importe, avec de l'eau liquide, faire s'évaporer cette eau liquide, et cette eau devenue vapeur, la faire traverser une turbine pour produire de l'électricité. On verra ça de long en large et en travers tous les cycles à vapeur dans le chapitre 9. La deuxième application, c'est dans les réfrigérateurs, au sens large. Ça peut être des pompes à chaleur, des réfrigérateurs, etc. Et bien là, on va utiliser aussi, on va aussi jouer sur la notion liquide-vapeur, en faisant passer un fluide, une vapeur dans un échangeur, puis le détendre, ça va le liquéfier. Et alors là, on utilise toute une variété de fluides qu'on appelle des fluides frigorigènes, mais qui n'ont pas de propriétés spectaculaires par rapport à l'eau. C'est juste qu'ils ont des comportements différents en fonction de la température et de la pression, et qui nous permettent d'utiliser à des températures différentes de l'eau, et aussi l'impact qu'ils ont sur le réchauffement climatique et la couche d'ozone. Alors, on va maintenant s'intéresser à la description qualitative des propriétés de l'eau, et premièrement, on va étudier le diagramme TV. Et donc pour ça, on va faire une petite expérience. On va prendre de l'eau sous forme liquide, à laquelle on va apporter de la chaleur à pression constante. Et donc, au départ, on voit que l'eau qui est liquide, la température va augmenter linéairement avec le volume. On est ici dans le diagramme TV. Et on parle alors à ce moment-là de liquide comprimé ou aussi liquide sous-refroidi. À un certain moment, il va apparaître une bulle à l'intérieur de mon récipient. La température va s'arrêter d'augmenter. On parle alors d'un mélange diphasique. Une partie est liquide, l'autre est sous forme de vapeur, et plus on apporte de la chaleur, ça n'augmente pas la température. Par contre, donc ça n'augmente pas la température, mais on est dans un phénomène qu'on appelle le changement de phase, qui est l'ébullition, et donc le volume, lui, augmente très très vite et très très fort, mais la température reste inchangée, on parle de mélange liquide-vapeur saturé. Enfin, lorsque la dernière goutte d'eau liquide aura été vaporisée et transformée en vapeur, eh bien la température va reprendre sa croissance au fur et à mesure que j'apporte de la chaleur, et on parle alors de vapeur sèche ou surchauffée. On peut ensuite reproduire l'expérience avec différentes pressions, une pression P2, P3, etc. Et on va observer deux faits importants. Le premier, c'est que plus la pression augmente, donc plus on refait l'expérience avec des pressions élevées, plus la température de changement de phase va augmenter, et plus la plage ici de volume parcouru pendant le changement de phase va diminuer. On peut, en reliant tous les points ici, pression par pression, établir la courbe qu'on voit ici en bleu, et cette courbe, c'est ce qu'on appelle la cloche de saturation, avec ici la pression critique, c'est-à-dire la pression et la température, où là, finalement, on ne peut plus distinguer le changement de phase, et on sait plus dire qu'est-ce qui est liquide, qu'est-ce qui est vapeur, et surtout on ne voit plus le changement de phase. Ça se met à bouillir sans... En fait, ça passe sous forme de vapeur, mais sans bouillir. Ensuite, on peut refaire la même expérience, mais cette fois dans un diagramme PV. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe la température, cette fois, par exemple en plaçant le récipient dans un bain-marie, et en modifiant le volume. Alors, si on prend un récipient, et qu'on augmente le volume, on va voir la pression qui va chuter très très vite, jusqu'à un moment où la pression ne chute plus, et où l'eau se met à bouillir, jusqu'à la dernière goutte qui s'est vaporisée, et là la pression reprend sa décroissance au fur et à mesure que j'augmente le volume. On peut refaire l'expérience pour différentes températures, jusqu'à une certaine température critique, et relier les points température par température, et ainsi obtenir toujours une cloche de saturation, même si cette fois elle n'a plus trop l'allure d'une cloche, mais ça reste la même chose, mais dans un autre
dans des autres unités, dans un autre diagramme. Remarquons quand même encore que ce qu'on vient d'expliquer, c'est que clairement la température par rapport au modèle des gaz parfaits est complètement déréglée. Dans les modèles des gaz parfaits, pression, volume et température suivent une loi linéaire. Ce qui ici n'est plus du tout le cas. On voit bien qu'à un moment donné, si je vois bien ici, j'ai beau augmenter le volume, la température n'augmente plus, et donc on est clairement en dehors du modèle des gaz parfaits, et on va bien insister sur le fait que le produit PV n'est plus proportionnel à T, et que donc l'énergie interne n'est plus proportionnelle à T, et que donc l'enthalpie n'est plus proportionnelle à T. Alors, dans la vie courante, c'est facilement observable ce qu'on vient de faire. Il faut toutefois noter que la vapeur d'eau, vraiment l'eau sous forme de vapeur, est invisible. Et donc, ce qu'on voit parfois l'espèce de fumée comme ça au-dessus d'une casserole ou bien au-dessus d'une tasse de café, comme on voit sur l'image dans le cours, c'est de l'eau liquide en suspension dans l'air. Pareil pour les nuages, pareil pour le brouillard. Ce sont des fines gouttelettes qui peuvent s'assembler pour former des gouttelettes plus grosses et donc chuter, se retourner sous forme liquide, rester sous forme liquide et chuter, ou bien alors s'évaporer totalement et devenir invisible. Notons donc qu'au fur et à mesure qu'une gouttelette va croître, la surface qui offre une résistance au frottement augmente moins vite que son poids, et donc elle finit par chuter. C'est pour ça que les nuages, quand ils sont trop lourds, ils finissent par tomber sous forme de pluie. Alors c'est réducteur, un nuage lourd, mais vous avez compris l'idée qui se cache derrière ça. Alors, on peut quantifier les propriétés de l'eau. Donc les limites du gaz parfait, j'en ai parlé dans le slide d'avant, mais donc ici on va s'intéresser aux quantifications des propriétés de l'eau. Et malheureusement, on peut pas, il n'y a pas de loi simple comme les gaz parfaits pour lier P, V, T, U et H. Et du coup, on va devoir utiliser des abacs qui sont dans le cours, enfin en tout cas ils sont sur Moodle. Et l'abac numéro 1, il traite, donc il donne les mesures de V, U et H pour les liquides sous-refroidis, donc ça veut dire des liquides avant changement de phase, et des vapeurs sèches, donc de la vapeur après ce changement de phase. L'ABAC 2 et 3, lui, il travaille justement au point de saturation, c'est-à-dire au moment où l'eau commence à devenir vapeur, et au moment où elle finit de devenir vapeur. C'est vraiment à ces points ici, donc ce point-ci, et ce point-là. Et alors, ce qui différencie la BAC 2 et le BAC 3, c'est la façon dont ils sont triés. Dans la BAC 2, ils sont triés par température, tandis que dans la BAC 3, ils sont triés par pression. Alors, on notera au passage donc les valeurs de HL, c'est au moment au point de saturation de la liquéfaction, et HV, point de saturation de la vaporisation. Et le terme HLV, qui est bien la différence de HV moins HL, et pas HL moins HV, comme je l'ai écrit dans le cours. Donc, il faut juste corriger ça. Donc on a des abacs pour définir ce qui est avant la cloche de saturation, pour ce qui est après la cloche de saturation, pour les points de saturation, mais par contre on n'a pas d'abac pour quand on y est à l'intérieur, quand on a un mélange liquide-vapeur. Alors pour définir un mélange liquide-vapeur, on va définir le titre X, c'est-à-dire la proportion massique de vapeur par rapport au liquide. Par exemple, si on a 1 kg d'eau avec un titre de 0,2, ça veut dire qu'on a 0,2 kg de vapeur et donc 0,8 kg de liquide. Et donc grâce à ça, on peut définir l'enthalpie, l'énergie interne et le volume spécifique d'un titre particulier. Les formules sont dans le cours, je ne vais pas les renoter ici, mais elles sont là. Et donc sur base des abacs, donc il nous faut HL et HV, donc c'est la BAC 2 et la BAC 3, et bien on peut trouver l'enthalpie du titre, l'énergie interne du titre et le volume spécifique du titre. Et pour les transformations élémentaires réversibles, donc on avait vu au chapitre 4, les isobars, isocores, isothermes et adiabatiques, malheureusement on ne dispose plus d'outils mathématiques différents, et donc les équations, elles seront identiques à celles trouvées au chapitre 4. On va donc pas les recalculer ici, mais donc les transformations seront identiques, mais en restant bien conscient que on ne peut pas toujours les utiliser. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et à bientôt.